pour... attendez un petit peu. Il y avait... Est-ce que maintenant vous nous entendez? Merci de nous le signaler. Parfait. Oui, on vous entend. Parfait. Alors, c'est l'opinion du Conseil de quartier de Sillery concernant la modification au PPU de l'aire d'affectation. Ça, c'est des numéros qu'il faut retenir et oublier aussitôt. PIC 8 et du zonage en vigueur de la zone mixte 312-49 MB, Gézada, de la salle paroissiale de l'église Saint-Michael, 1800 Chemin Saint-Louis. Je pense que tout le monde sait, d'après les photos, où est l'église et où est la salle paroissiale. Ce soir, le projet, c'est la distillerie, la micro-distillerie de Cherry River. Alors, je vous explique la description, les objectifs de la ville en faisant la modification du zonage et les conclusions du conseil de quartier après avoir écouté la consultation du 26 janvier où tout le monde a parlé et tout. J'ai résumé pour qu'on aille au complet. Ce soir, les questions qui ont été amenées par les citoyens vont se retrouver ici. Alors, description du projet, la microdistillerie de Cherry River désire s'installer dans la salle paroissiale de l'église Saint-Michael, située au 1800 Chemin Saint-Louis. L'installation comprendra un salon de dégustation, une installation d'aromatisation et d'entreposage des alcools, ainsi que des locaux administratifs sur 2 étages. À notre connaissance, le projet ne comprend ni la distillation de l'alcool, ni le vieillissement qui aurait pu faire des vapeurs dans le quartier. Ces activités vont occasionner des nuisances. Des personnes provenant principalement de l'extérieur seront invitées à venir déguster et acquérir les produits sur place. Donc, c'est un point de vente et pas un bar. Le changement de zonage sera limité à un usage spécifique de microdistillerie et ne permettra pas d'autres projets de type industriel artisanal qu'on appelle I2. Industrie, artisanage, d'usage, la vente de boissons alcoolisées, pas de bar. Le zonage permettrait toujours le logement comme usage conditionnel. La fabrique et la distillerie deviennent copropriétaires du site. Très important. Objectif de la modification de zonage et du PPU. Premièrement, c'est d'assurer la pérennité du bâtiment qui est présentement inutilisé et qui nécessite des travaux d'entretien, comme Mme Bergeron l'a dit. Maintenir l'aspect du bâtiment et du site qui ont une valeur patrimoniale supérieure et en cas d'abandon du projet, ne pas permettre l'installation de d'autres commerces. La réponse de la Ville concernant l'activité de participation publique. Plusieurs des préoccupations des citoyens relatives à l'architecture, la préservation du patrimoine, l'aménagement du site, qui rejoignent les critères et les orientations de la réglementation relevant de la Commission, comme on a dit, urbanisme et de conservation du Québec. Les craintes qui ont été exprimées relativement aux impacts que pourrait avoir le projet sur la circulation et le stationnement dans le secteur. À cet effet, le service de transport qu'on a écouté, Madame qui a parlé, vont analyser qu'est-ce qui se passe. Ils considèrent que l'impact du projet sur la circulation et le stationnement dans le secteur est négligeable. J'aime beaucoup la personne qui est venue dire quand il n'y a rien, s'il n'y a pas de circulation, on ne sait pas ce qui se passe, mais vous allez voir dans les conclusions ce qu'on demande à la Ville. En effet, la transformation de la salle communautaire en distillerie n'engendrera pas plus de circulation que la fonction actuelle de la salle communautaire pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes. Conclusion du conseil de quartier. L'église Saint-Michael et la salle paroissiale sont des joyaux de notre quartier. La construction du Church Hall remonte à 1946, alors le bâtiment a une valeur patrimoniale supérieure. Le conseil de quartier de Sillery considère que la Ville n'a pas répondu aux préoccupations exprimées concernant l'impact du projet sur la circulation des automobiles et des autobus touristiques, ainsi que sur le stationnement sur rue dans le quartier Bergeville. L'argument de la Ville voulant que la salle dispose d'une capacité d'accueillir 250 personnes dans un tout autre contexte ne nous rassure pas du tout. Le conseil de quartier de Sillery est inquiet pour les activités industrielles.
les heures et les bruits occasionnés par les livraisons, l'achalandage accru qui accroît les problèmes de stationnement dans le secteur, l'inquiétude au regard des vapeurs d'alcool et de leur combustion. Advenant que la microdistillerie met fin à ses activités, nous demandons que des logements soient aménagés dans les bâtiments et le conseil de quartier souhaite qu'ils soient assez grands pour accueillir des familles. Au-delà des inquiétudes, le conseil de quartier considère que le projet est intéressant. Recommandation: émettre une opinion favorable au projet sous condition. Étudier l'impact de la circulation et le stationnement et appliquer des mesures de mitigation au regard des nuisances, c'est-à-dire circulation et bruit, engendrés par la microdistillerie. Reviser les études et ajuster les mesures de mitigation 1 an après l'ouverture de la microdistillerie pour avoir les données exactes. Planter des végétaux pour créer un écran végétal avec les maisons adjacentes. Le conseil de quartier de Sillery souhaite aussi appuyer la démarche de la Société d'histoire de Sillery pour faire classer la salle paroissiale afin d'en assurer la protection à long terme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de période de questions. Il n'y a pas de questions. Okay, salut, Bill. Oui, je vais. Ça? Oui. Le parc et l'ancienne arena. Bon, là, c'est toi. OK. Au lieu de tout relire, qu'est-ce qu'on sait que Non, mais on vient de. Je peux juste dire notre OK. recommandation. Je n'avais pas écouté, je vais me faire chicaner. Bon, dans l'ère d'affectation, il est proposé des modifications suivantes. Dans l'ère d'affectation, je parle des terrains vacants de la ville, de l'ancienne aréna. En tout cas, c'est pas ça qu'on voit. Dans l'ère d'affectation détaillée SM1, soit le nombre maximal de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1, logement est réduit à 3 et dans le cas d'un bâtiment jumelé à 1. Il n'est plus permis d'exercer un usage de ce groupe dans un bâtiment en rangée. En outre, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est diminuée à 12 mètres et la marge latérale à 2 mètres. Le conseil de quartier est en accord avec les recommandations faites pour ce projet-là. Par ailleurs, j'avais aussi, bon, on a toujours un petit... le conseil de quartier est en faveur des modifications proposées. Malgré tout, si l'objectif spécifique du PPU en site patrimonial de Sillery était de consolider et de bonifier les vocations résidentielles communautaires et récréatives du Faubourg Saint-Michel et de maintenir les caractéristiques formelles et paysagères, alors la démolition de l'aréna de Sillery demeure questionnable dans cette zone-là. Si soutenir l'émergence de noyaux communautaires clairement perceptibles par le regroupement des équipements espaces publics du secteur avait été respecté dans les objectifs au PPU dans le Faubourg Saint-Michel, la Ville aurait respecté le moratoire demandé de maintenir l'aréna, résolution 19.ca.24, afin de réfléchir à la conservation de ses acquis. La Ville étant fiduciaire de ce terrain, elle est en fait encore soumise à cette obligation lourde de responsabilité civile et historique. Dans ces circonstances, le conseil de quartier encourage malgré tout la Ville à poursuivre sa réflexion quant à l'aménagement de l'ancien terrain de l'aréna Jacques-Côté et du jardin communautaire pour les raisons suivantes. Ça, c'est les objectifs du PPU. Objectif spécifique, vocation résidentielle, communautaire et récréative. La Ville dit vouloir maintenir les caractéristiques formelles de la cohérence de la forme urbaine et respecter la capacité du milieu à intégrer de nouveaux espaces lourdement construits. On parle des immeubles à côté. Après des années d'altération de ce riche héritage du noyau villageois, il serait donc souhaitable de réfléchir à une solution créative pour répondre aux objectifs de ce milieu, si particulier à l'implantation parcellaire du bâti ouvrier, afin de consolider la vocation résidentielle, communautaire et récréative propre de l'ancien aréna Jacques-Côté. Le conseil de quartier recommande d'innover en proposant un concours d'architecture afin de recréer l'esprit du lieu, aujourd'hui désœuvré. Peut-être d'être maître d'œuvre, peut-être, en tout cas, c'était un petit peu l'idée. Composantes et caractéristiques à maintenir formelles et paysages du Faubourg, afin d'assurer une continuité avec la trame du noyau ouvrier, maison d'ouvriers du Faubourg, qui se distingue par leur implantation isolée, avec un faible dégageant entre elles, des gabarits, matériaux et volumes modestes. Il serait certainement souhaitable de revenir à des habitations abordables pour des jeunes familles, propres à une échelle d'une volumétrie plus humble, telle qu'exprimée. L'effet d'apaisement souhaité aurait
très bien pu se traduire par une vocation récréative renouvelée, jardin communautaire, reboisement, lotissement plus petit et morcelé d'air vert, d'arbres, de grands déploiements qu'il y avait dans le quartier, si particuliers, et pouvant atténuer l'effet d'emmurement et un petit peu de désolation de sa vocation paysagère due à l'implantation d'un mur immobilier nord-sud. Ça, c'est les préoccupations. Il y a aussi dans le PPU, ils disent règles d'intervention du PPU dans le Faubourg Saint-Michel. Les règles d'intervention du PPU dans le Faubourg Saint-Michel demandaient de privilégier une vocation résidentielle utilisant une typologie variée et compatible au Faubourg, loin de la densité et l'opacité imposant des immeubles en copropriété de 7 étages en béton et de verre. Donc, toute réduction de construction, de volume, de hauteur est bienvenue et une réflexion quant à la véritable signification des termes du site patrimonial s'impose. Alors, c'est ça. On vous demande peut-être de réfléchir à tout ça avant de tout le tir et je pense qu'il y a de la place pour faire quelque chose de bien. C'est un petit peu... Le conseil de quartier considère que c'est un secteur magnifique. Il va y avoir un beau parc en face. Puis il faut faire attention. On sait que ça ne fait pas partie du zonage, mais c'est important, un développement architectural spécial en accord avec le coin, puis un développement social aussi. Comment je dis? Là, je vais faire mon éditorial un peu, que des professeurs de l'école Saint-Michel sont capables d'y vivre. Alors, voilà. Merci. C'est mes illusions. Alors, le prochain intervenant, ça va être toi, encore une fois. C'est pour le parc. Ah, ben, le parc. Ben, je pense on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Les deux Moi, je sont. n'ai pas de papier On ne s'astinera Bon, pas. je pense qu'on est Alors, Oui. c'est correct. Alors, Bon. il reste je continue avec le RF8, RF9, RF9. OK. Oui? OK. Commentaire quant à la modification, bon, c'est ça. Annulation des marges et réduction des stationnements pour le RF8, RF6. Bon. On a parlé tantôt en ce qui concerne les aires d'affectation détaillées RF6 et RF8, les marges avant, latérales et arrière sont dorénavant nulles et les normes de stationnement sont désormais de type urbain dense. De plus, l'aire d'affectation détaillée PEV18 est agrandie à même une partie de l'aire, si on est d'accord. Donc, je voulais faire une note. On a fait une petite note, c'est que l'activité, on a été vraiment étonnés, on n'a pas eu le temps de vraiment analyser ça, mais on l'a analysé. Là, moi, je n'ai pas dormi, je pense. Alors, que l'activité de consultation, pour nous, on a l'impression qu'il n'y a pas eu lieu. C'est que là, on est comme dans une urgence de répondre à vos demandes. En ce qui concerne les aires d'affectation, bon, c'est ça, finalement, ce qu'on vient de dire, tout ça, on est contre, on est pour le statu quo parce que l'impact sur la qualité du cadre bâti parcellaire. Les aires d'affectation RF6 regroupent des lots de différentes formes et de dimensions avec une implantation parcellaire qui fait le charme du quartier ouvrier. Cependant, cette implantation parcellaire peut devenir problématique lorsque ça remet à la discrétion de la CUCQ pour déterminer si un nouveau projet peut être implanté en marge zéro ou non. Contrairement à un quartier comme, je l'ai dit tantôt, Notre-Dame-de-la-Pitié, où les maisons sont la plupart implantées en milieu de terrain, créant ainsi un rythme que la CUCQ souhaitera préserver en empêchant de nouvelles constructions de s'établir trop près d'un terrain voisin. L'irrégularité et l'implantation des maisons dans le Faubourg Saint-Michel rendra très difficile de refuser toute forme de construction, même invasive. De plus, comparer des milieux bâtis denses du centre-ville de Québec pour justifier des agrandissements importants amenés par l'ajout de jumelés ou de logements sur des lots sans égard aux espaces verts en ligne de l'eau devrait être fait avec nuance. Les bâtiments à préserver sont à l'origine de petites maisons d'ouvriers, souvent en bois, venant des chantiers navals, peu insonorisés, se prêtant moins à de la forte densité. Ce n'est certainement pas la trame urbaine de Limoilou avec des bâtiments en briques en enfilade. La trame urbaine parcellaire de type campagnard était l'essence même du lieu à valoriser. C'était la mesure étalon qui a déjà perdu son lien paysager avec la prairie par la destruction de son plus vieux jardin. Je l'ai dit, bon, Arena, je sais que vous êtes tannés de m'entendre là-dessus, mais c'est ça pareil. Bon. Une trame urbaine altérée et dénaturée ouvre la porte souvent
à de la prospection immobilière visant la rentabilité par la densification maximale d'un lieu, impactant les espaces contigus et en enchaînant des conséquences. Perte de la qualité de vie, désengagement de la population, baisse de la protection patrimoniale des habitations ancestrales, demandant trop d'entretien parce que c'est très onéreux s'occuper de ces maisons-là. Puis demeurant dans des endroits exigus ou sans intimité, les maisons ancestrales déjà en bord de rue sont souvent passantes, il y a beaucoup de trafic, fait que ça prend beaucoup de volonté pour rester là. Il est d'ailleurs contradictoire que pour l'aire d'affectation SM1, la modification proposée diminue la hauteur des bâtiments, le nombre de logements par bâtisse, interdise l'implantation de maisons en rangée pour s'assurer d'une implantation plus cohérente avec nos zones, RF6, RF8, alors que l'annulation des marges pour ces densités risque justement de densifier davantage et créer un effet de maison en rangée chez nous. Dans RF6, là, je suis un petit peu trop... pas chez nous, en tout cas, c'est en général. L'argumentaire voulant qu'il est nécessaire de s'ajuster à la trame urbaine actuelle se base uniquement sur l'analyse des espaces bâtis. Il faudrait plutôt s'attarder aux qualités particulières des lots, soit des aires vertes, et alors niveler par le haut et en valorisant et maintenant sa trame et espace de maisons d'ouvriers de ces villages. Il est primordial de respecter les droits acquis, les implantations actuelles, sans trop alourdir la trame urbaine, propre aux noyaux villageois et procéder par dérogation mineure. À date, c'est ce qu'on pense. Risque de détérioration et diminution des aires vertes. Les modifications des marges constructibles augmenteront la volumétrie constructible au détriment des aires vertes actuelles. Or, sachant que le calcul des aires vertes de 10 ou 20 dans RF6 obligatoire est difficile à vérifier par l'administration publique, il est justifié de croire que l'annulation des marges obligatoires entraînera une difficulté supplémentaire à la préservation de ces aires. En effet, l'annulation des marges encourage la construction sur les lignes de l'eau, s'ajoutant à l'indice d'air verte de l'ensemble, permettant à de petits jardins intérieurs ou créant des espaces et des percées visuelles. Tantôt, vous aviez des photos, peut-être qu'on peut les remontrer parce que Non, pas là. des fois, une Pas image vaut celui-là. 1000 mots. Oui, hein? Non, C'est avec les arbres. Toutes les grosses arbres, les ormes de ce quartier-là, ils ont poussé sur les clôtures, finalement, parce qu'on ne savait pas à qui ils appartenaient. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est certain que si vous permettez la construction d'un côté ligne de l'eau, ça va augmenter. On le voit, le terrain à côté, c'est un bloc là, qui est construit pas loin. Il n'est pas sans ligne de l'eau, mais il n'est pas loin. Il n'y a rien de l'autre côté dans la petite tourelle. Fait que ça, puis ce qui est joli, il faudrait venir, là, ce qui est joli, c'est que lorsque vous regardez les maisons, c'est que vous voyez des bandes d'arbres, justement, qui ont réussi à s'établir. C'est des arbres immenses. C'est pas vrai qu'on va être capable de conserver. C'est déjà difficile de les conserver. Fait que, puis, il faut leur laisser cette place-là. Fait que c'est l'inquiétude, finalement. Fait que je vais reprendre sachant que l'indice... Hélène, tu peux-tu résumer? J'ai fini. Okay. Voilà, j'ai fini. Sachant que l'indice de canopée 2015-20 est passé de 42 à 37 l'objectif étant de 50 et que de nombreux grands arbres ont été coupés pour la construction d'immeubles en copropriété en site patrimonial de Sillery, la Ville de Québec devrait agir avec parcimonie sur les espaces verts existants, mettre à contribution de la nouvelle politique de plantation, surtout qu'utiliser le terme, sinon l'idée de densification sur des terres ou des parcelles patrimoniales est en soi une faute éthique ou un manque de précaution lorsqu'il reste des centaines de stationnements de grande surface à bâtir. Fait que le stationnement lié au milieu dense et urbain, troisième point, en réduisant de la même façon à 0,5, le stationnement aurait pour conséquence de permettre de construire aussi des bâtiments additionnels dans des espaces libérés d'obligations. Or, les stationnements libres actuels de construction permettent aux arbres et végétaux de s'épanouir. On le voit, là, moi, on voit un auto qui est coincé. Les propriétaires pouvant néanmoins transformer ces espaces obligatoires en placettes estivales. Là, je pense que je passerai la partie juste Hélène, là, oui. Ce qu'on recommande, c'est de rien faire. C'est le statu quo. Bon. Oui, parfait. Vas-y, non, je m'excuse parce qu'il y avait un point sur, est-ce que tu veux le tenir, sur le pouvoir discrétionnaire de la CUCQ?
Ben, on pourrait juste mentionner rapidement que on s'appuie énormément. Ce qui est proposé, c'est de s'appuyer beaucoup sur le COCQ pour prendre des décisions concernant quoi faire. Mais le COCQ, c'est un organisme qui est en fait assez opaque, selon moi, qui travaille en huis clos et qu'on a difficilement accès. Il n'y a pas de consultation avec le public. Et je pense que on donne de plus en plus de responsabilités à la COCQ aussi. C'est un organisme où est-ce qu'il y a aussi une influence un peu politique, je crois, parce que le président est un élu. Mais en tout cas, faudrait qu'on soit rassuré, je pense, à savoir comment que qu'on pourrait donner autant de responsabilités à la COCQ dans un environnement très sensible où est-ce que chaque décision est très, très importante. Puis l'effet cumulatif se ferait très rapidement parce qu'on est vraiment en site patrimonial et dans l'ancienne faubourg Saint-Michel qui a été dénaturé par l'accumulation de certaines décisions malheureusement. Alors, si on fait juste une analyse très locale, très étroite, il y a des gros risques. Fait qu'on ne comprend pas le besoin de cette modification-là. On trouve qu'on n'a pas expliqué, sauf pour nous dire que ça serait plus facile pour la ville, ça semble, et qu'il y a des demandes qu'on n'a pas pu accepter. Mais on s'est dit pourquoi qu'on ne peut pas fonctionner par dérogation de mineurs. Alors, bref, on a beaucoup de questions, puis mettons besoin d'être rassurés, je pense. Puis, moi, j'ai beaucoup peur aux chicanes de clôture parce que les constructions nouvelles au cœur du faubourg Ouvrier ne sont pas... ça va être difficile il n'y a aucun recours du citoyen. Tu sais, on enlève... C'est très... Ça va être difficile autant au niveau de la CECQ, là, de gérer ça, autant au niveau des gens qui restent dans le faubourg. Tu sais, il faut s'imaginer, là, les marches sont quand même assez grandes, mais on a quand même réussi à fonctionner. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose entre les deux. Là. Tu sais, il faudrait que, tu sais, faire un petit peu plus ouvrir le dossier là-dessus. C'est tout. Oui, excusez. Il faut parler au micro aussi. Donc, c'est la Commission d'urbanisme de conservation de Québec, c'est UCQ. Merci. On continue avec notre dernier point, là, la modification au 1610, 1618 chemin Saint-Louis, l'immeuble Le Louis. Je vous épargne la description, on l'a entendu plus tôt. Mais on note quelques constatations. D'abord, j'ai vu qu'il y avait un citoyen qui l'avait dans ses mains. Là. Il y a un dépliant qui a été distribué dans le quartier à partir d'avril cette année au moins, qui mentionnait 12 logements à louer. Si on va sur l'immeuble en ce moment, c'est marqué disponible maintenant 12 logements résidentiels. 12 appartements urbains, pour utiliser le bon mot qu'on a d'affiché sur l'immeuble. Donc, c'est un petit peu étrange, puis on voit pas, il n'y a pas eu de tentative ou d'affichage public de louer les locaux vacants à des fins commerciales. On n'a pas rien vu passer à ce sujet-là dans les derniers mois depuis la construction de l'immeuble. Il n'y a pas eu de changement récent à la zone 31243 MB, là, la zone en question, ni par rapport à la disponibilité des cases de stationnement sur rue à proximité du lot. Donc, c'est difficile à dire. Là, on utilisait l'argument que la configuration est très limitative, mais ça a été un argument soulevé par un citoyen aussi plus tôt. On construisait en connaissance de cause. Ensuite, il y a quand même beaucoup de stationnement. Il y a du stationnement disponible directement sur le chemin Saint-Louis du côté sud. Il y a du stationnement dans les rues environnantes. Il y aurait possiblement moyen de mieux accommoder
stationnements commerciaux avec des zones limitées dans le temps, mais il y a aussi beaucoup de stationnements dans les commerces voisins, puis on n'a pas parlé du tout de la possibilité de stationnement partagé, comme ça se fait déjà ailleurs dans la ville et ça se fait beaucoup dans des plus grands projets de développement mixte dans d'autres villes. Donc, on utilise le même stationnement à différentes heures pour différents usages. On sait qu'il y a quand même un grand stationnement disponible juste chez les voisins à côté avec la Gaspésienne 51 qui est ouverte juste de soir, certains soirs de la semaine. Puis ensuite de ça, on mentionnait qu'il n'y avait pas vraiment une trame commerciale fluide dans la constatation de la ville, mais pourtant, quand on a fait un recensement, tous les lots ayant une façade sur le chemin Saint-Louis ont un commerce au rez-de-chaussée. Le seul lot qui n'en a pas en ce moment dans cette zone-là, c'est le lot ayant la façade sur la rue Sarah, qui est un petit peu bizarre qu'il soit dans ce lot-là, mais il reste que en ce moment, il n'y a pas de raison de dire que la trame commerciale sur le chemin Saint-Louis n'est pas fluide. Elle est vraiment continue avec tous les autres commerces. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement des commerces très denses. Il y a des espaces lousses, entre autres à cause de stationnement de surface, mais entre le 1525 rue Shepherd, le restaurant Saint-Germain, et le 1660 chemin Saint-Louis, les deux bouts de ce lot-là, il y a des commerces à chaque bout. Donc, c'est un peu bizarre de supposer que la trame commerciale n'est pas homogène. Puis au contraire, à vrai dire, préserver ces commerces-là au rez-de-chaussée, ça ferait une trame commerciale encore plus homogène. Et puis, c'est ce qui est préférable pour que les zones commerciales soient performantes. Ça crée des synergies entre les commerces. Donc, quand on se déplace pour un, on va voir d'autres commerces et puis ça devient rentable. C'est ce qu'on fait généralement avec les artères commerciales. Ensuite de ça, encore une fois, dans l'argument de dire qu'il n'y a pas assez de stationnement, c'est quand même bien reconnu que les commerçants surestiment la part modale des personnes qui viennent en voiture. Il y a de nombreuses études là-dessus. J'en ai déposé au moins une source, là, mais c'est généralement les commerces de proximité attirent beaucoup de gens qui viennent à pied, en transport actif, en transport en commun, au moins en plus grande proportion, mais même si ça diffère d'une section à l'autre de la ville. Donc, ça, c'est vraiment à considérer dans l'optique. Sinon, je laisse Janet continuer un peu avec d'autres commentaires d'autres constatations qu'on a eues sur cet immeuble-là. On terminera avec les recommandations un petit peu plus tard. Merci, Julien. Alors, ce cas-là, ça nous soulève des questions à plusieurs niveaux. Et on pense que ce n'est pas seulement applicable à Bergeville, mais aussi ailleurs, notamment quand on parle du faubourg Saint-Michel, où c'est toute la question de jusqu'à quel point que le zonage actuel qui a été révisé pour permettre la mise en œuvre du PPU et tous les objectifs spécifiques dans le PPU, à quel point est-ce que cet zonage-là permet de mettre en œuvre ce qui était prévu dans le PPU. Alors, c'est la question plus large qu'on se pose. Puis là, on a un exemple concret ici qui nous soulève cette question. Fait que c'est la question de respect de la forme urbaine de l'ancienne faubourg de Bergeville et aussi la protection des arbres et les espaces verts. Le CQS considère que la marge arrière du 1610 chemin Saint-Louis est trop rapprochée au bâtiment situé directement derrière sur la rue Serra et qu'il y a très peu d'air verte, ce qui met en doute le respect du zonage en vigueur, ce qui exige, comme on a mentionné, une marge arrière de 4 mètres et 10 d'air verte. Nous avons demandé des précisions à ce sujet à la Ville. Toutefois, elle nous a répondu que la Ville ne peut diffuser ces informations à l'externe et qu'il en revient à l'équipe d'inspection de la Ville de faire le suivi sur la conformité du bâtiment suivant la complétion des travaux, comme on a mentionné, je pense, plus tôt aujourd'hui, ce soir. Toutefois, la Ville considère que le pourcentage d'air verte du site est actuellement plutôt d'environ 18 ce qui nous étonne. Enfin, le CQS constate aussi qu'un très grand arbre situé dans la marge arrière a été abattu afin de permettre la construction du nouveau bâtiment. C'est un arbre de plus de 4 étages de haut.
Alors, le faubourg de Bergeville fait partie du territoire assujetti aux décisions de la commission, le CECQ, dont on a parlé dernièrement. Étant donné que le CECQ siège en huis clos, j'en avais parlé, le fait qu'on a difficilement accès à leurs décisions, malgré que ce soir, on m'a dit peut-être qu'on pouvait voir les comptes rendus, mais en tout cas, on est en train de réfléchir là-dessus. Le CQS n'a pas pu, dans ce cas ici, prendre... Est-ce que le CQS a pu prendre connaissance des décisions concernant l'implantation du bâtiment et la coupe d'une grande arbre? Alors, c'est une question qu'on a demandé soit étudiée. Parce que si c'est conforme, on peut avoir beaucoup de craintes par rapport aux arbres dans notre quartier. Par rapport à la forme urbaine, le PPU prévoit que toute intervention au sein de son territoire se fasse dans le respect des caractéristiques qui lui sont propres. Il contient différentes recommandations relatives à l'implantation, à la volumétrie, à l'architecture, à l'intégration des nouvelles constructions au paysage urbain. Le PPU aussi réaffirme le portrait des enjeux liés au territoire couvert, tracé dans une guide d'intervention qui est toujours une référence qui a été développée entre la ville et le MCC. Alors, parmi les enjeux qu'on trouve applicables ici, c'est que, premier enjeu, la revalorisation du bâti résidentiel des anciennes faubourgs de Bergeville, de Nolensville, de Saint-Michel et de Foulon, dont le caractère historique a souvent été effacé par l'accumulation de modifications ponctuelles. Un autre enjeu, c'est le maintien de la qualité de vie dans les secteurs résidentiels par un maintien de la qualité de l'environnement et de la cohérence visuelle du bâti. Ceci implique de préserver le couvert végétal, de contrôler le gabarit des constructions lors de projets de reconstruction ou d'agrandissement et de limiter la hauteur des nouveaux édifices sur les grandes propriétés voisines. Alors, afin de soutenir la mise en œuvre des orientations et objectifs, le PPU a prévu que les ajustements devraient être apportés au zonage en vigueur, comme j'ai mentionné, et au règlement sur le CECQ. Tout ça à l'époque. Le CQS considère que les grilles de spécification au zonage actuel dans le faubourg de Bergeville, qui seront reconduites dans la modification du PPU, et l'encadrement par le CECQ n'assurent pas la mise en œuvre des objectifs du PPU relatifs au respect de la forme urbaine du faubourg de Bergeville. Concernant la protection des arbres, on fait référence en mémoire que nous, on a produit dans le cadre de les consultations sur la vision de l'arbre 2015-2025 et des modifications réglementaires qui ont eu lieu à ce moment-là. Et dans le cadre de cette consultation publique, dans notre mémoire, on a fait des constats qu'on considère sont toujours d'actualité. On constate la perte rapide de la canopie à Sillery, puis l'urgence d'agir. C'est vraiment démontré dans le bilan de la vision de l'arbre. Les grilles de spécification, les normes applicables ne protègent pas les arbres matures existantes. On a l'exemple parfait ici, puis c'était le cas à l'époque, il y a 2 ans aussi. On nous avait expliqué que si une nouvelle construction est considérée conforme, on peut couper les arbres et on le voit, ce n'est pas le seul cas qu'on a ici. Aussi, l'encadrement des travaux par le CECQ n'a pas assuré la protection de la canopie depuis 2015, mais en fait, du fait qu'on constate la perte de la cible de la canopée, on questionne la capacité de la CECQ de jouer son rôle de protéger la canopée et les espaces verts. Et finalement, on avait aussi fait le constat dans ce mémoire-là, et c'est toujours d'actualité, c'est que la Ville avait un projet qui est un peu, on n'entend pas depuis un certain temps, mais je pense que c'est toujours un peu là, c'est l'implantation d'unités d'habitation secondaire détachées, comme des mini-maisons ou des annexes, sur des terrains résidentiels. Alors, on trouve que c'est inquiétant pour notre quartier en tenant compte le zonage actuel, parce que on a beaucoup de... quand on parle de densification, en fait, on n'a pas beaucoup souvent d'espace
on voit que qu'est-ce que ça fait une marge de 4 mètres entre deux bâtiments. Alors, on trouve que la ville devrait être très prudente avant d'adopter un tel projet et de permettre des unités d'adaptation secondaire détachées, peut-être en ayant des projets pilotes. Alors, dans les recommandations, est-ce que tu veux faire? Oui, ben, concernant l'usage commercial au rez-de-chaussée, le conseil de quartier Sillery recommande de ne pas créer de nouvelles aires d'affectation ou de nouvelles zones à l'intérieur de l'aire d'affectation MSL2. S'assurer quand même de conserver le droit acquis d'usage résidentiel au rez-de-chaussée du 1280 avenue Sarah. Analyser la possibilité d'améliorer l'offre de stationnement sur rue convenant à un usage commercial à même les aménagements déjà existants. Analyser la possibilité d'améliorer les liens de transport actif et collectif vers la zone 31243 MB, notamment en continuant le lien cyclable du chemin Saint-Louis vers l'est ou en ajoutant du verdissement afin d'améliorer le confort des piétons. Et concernant le forme urbaine et la protection des arbres, le conseil recommande de revoir le zonage en vigueur afin de s'assurer la mise en œuvre des orientations et objectifs spécifiques du PPU de Sillery et ses environs, notamment dans les anciennes faubourgs ouvriers. D'identifier les causes de la perte de la canopée et mettre en place des mesures de protection efficaces et très rapidement. Reviser les grilles de spécification et prévoir que ça devienne une norme de prioriser la protection de la canopée et les aires vertes dans le plan de développement d'un projet et revoir l'application des normes dans la réglementation d'urbanisme et l'encadrement par le CECQ afin d'assurer le respect des objectifs et des cibles de la canopée dans la vision de l'arbre 2015-2025. Ça fait le tour de nos 5 points. C'est pas pire. Merci au conseil de quartier. On finit la consultation puis on passe à la séance régulière. Ouais, Mais en voilà. fait, vous êtes dans la séance régulière, c'est ça. C'est que Alors, quand vous avez commencé, c'est ça, j'ai été prise là-dedans, mais c'est ça, vous être dans la séance régulière parce qu'il faut le faire dans le cadre, il faut que vous adoptiez une résolution dans le cadre de votre séance régulière. Donc, oui, ben, il y aura, c'est sûr qu'on va essayer, là, c'est la période, à moins que vous souhaitez avoir d'autres interventions, là, c'est votre période de questions. on a un autre show très chargé. Oui. Je comprends que le monsieur là-bas, monsieur le promoteur, puis on respecte, là, on devrait vous entendre. Là, on va aller dans l'ordre du jour, puis après ça, on va vous écouter. Parfait. Donc, c'est ça. Maintenant, moi, je cède la parole au président du conseil de quartier qui anime cette partie-là. Donc, ça appartient au conseil, là, si c'est sûr que l'heure est avancée. Puis, comme je rappelle, là, c'est une partie sur le conseil émet son opinion au conseil d'arrondissement. Là, donc, c'est consultatif. Alors, je vous... OK. Lecture et approbation de l'ordre du jour. Je propose de nous dispenser de la lecture et je propose l'adoption de l'ordre du jour. J'appuie. Demande d'opinion, modification réglementaire pour le PPU, période de questions, commentaires, administrateur du conseil de quartier, puis recommandation du conseil de quartier. C'est fait. C'est fait. Adoption. Mais en fait, il faut juste adopter une résolution là, pour est-ce que c'est unanime? Oui, madame. Oui. Vous avez bien raison. Je propose de déposer les recommandations De qui viennent déposer les d'être faites à recommandations. l'oral comme résolution. C'est bon. Adoption du procès verbal du Est-ce conseil que de... est-ce que J'appuie. Parfait, puis il n'y a personne qui demande le vote. Bon, ben. C'est adopté à l'unanimité, parce que moi, je vais devoir l'écrire dans le rapport que c'est à l'unanimité que vous êtes les 8, là, à 8. Tout le monde est d'accord? Oui. On est tous d'accord. Parfait. Adoption du procès verbal de l'Assemblée du conseil d'administration du mardi 9 mai 2023. Exceptionnellement, on a décidé de reporter. On a eu des ennuis techniques avec ce procès verbal-là, puis on va le reporter à la prochaine rencontre. Information de la conseillère municipale, Madame Maude Mercier-Larouche, c'est votre temps. Puis je pense qu'il y avait deux groupes de citoyens qui voulaient parler et ils vont vous poser probablement des questions sur des sujets d'intérêt.
Est-ce que vous voulez vous mettre ici? Oui. Ou ici, madame? Oui, vous êtes correct? Est-ce qu'il y a une place ici? Là? On va essayer de faire dérouler La séance. la séance assez rapidement là, parce qu'il est très tard. Puis que je veux entendre tout le monde. Pour ma part, je vais aller rapidement aussi. Donc, je reviens avec des informations que vous m'aviez demandées au précédent conseil de quartier, notamment pour la côte du Verger. Vous m'aviez demandé d'envisager la possibilité de rajouter un trottoir. Donc, l'analyse avait déjà été faite par le STMI, le Service de transport en mobilité intelligente, dans le passé, mais on va rafraîchir les données. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Évidemment, quand on rafraîchit les données, c'est signe que les équipes vont sur le terrain, récolter de l'information supplémentaire, analyser la situation. Alors, je vais pouvoir vous revenir avec un suivi de ce côté-là. Vous m'aviez soulevé la problématique aussi des stationnements avec bornes électriques sur la rue Mégoire, si vous vous souvenez bien, puis qu'il y avait une occupation qui était là, qui était peut-être pas celle des voitures électriques, telle que convenu. Un camion aussi de la ville avait apparemment été localisé sur les deux stationnements comme ça, de façon horizontale au lieu d'être en verticale vis-à-vis comme il se doit, en fait, voilà. Donc, il y a la division d'EVC, qui est les entretiens des voies de circulation, a renforcé le contrôle de ce parc de stationnement-là, s'est assuré que la signalisation elle était adéquate, a vérifié aussi si tout était conforme. Donc, je vous assure que, pour rappel, la Société de développement commercial aussi a été demanderesse à la Ville de l'acquisition de ces bornes-là électriques. Donc, on va s'assurer de faire en sorte que ce soit respecté. Alors, il y a une vigie supplémentaire qui va être effectuée de ce côté-là. Le parc du Buisson aussi, l'infrastructure qui était désuète. Alors, c'est dans la planification de la ville, au niveau de la priorisation, que ce soit en 2026. Donc, parce que je vous avais expliqué qu'il y a toute une question de priorisation, de réfection des parcs et tout ça, que ce serait revu et les travaux seraient effectués en 2027. Donc, en 2026, les plans et devis sont acceptés, on s'en va en appel d'offres et ensuite de ça, les travaux seraient réalisés en 2027. Alors, voilà pour ça. Également, j'avais aussi la traverse Joseph Rousseau en fonction quand les feux sont installés, comme vous avez pu le voir, effectivement. Je m'excuse, les plans de signalisation ont été transmis aussi à l'équipe d'entretien de voies de circulation. Donc, lorsque la signalisation va être déployée par l'équipe EVC sur le terrain, la mise en fonction des feux sera évidemment effectuée. Donc, le tout devrait être complété là, c'était dans les prochaines semaines quand j'ai eu la réponse il y a 2 semaines. Donc, ça devrait être même dans les prochains jours. Alors, c'est ce qu'on espère. Ayez absolument. Je pense que c'est un bel ajout de ce côté-là qui avait été demandé du côté des citoyens. Alors, on voit le fruit de vos interventions avec ça. Tant mieux. Traverse des travaux prévus entre Shepherd et Mégoire. Vous m'aviez demandé c'était quoi la nature des travaux. Je vous avais envoyé l'information par courriel, vous l'avez bien reçu. C'était principalement des travaux de finition mineure, également la bonification des placotoires avec de l'éclairage d'ambiance. Donc, ça devrait être réalisé au courant de l'été suite à la présentation au comité plénier finalement des élus de l'arrondissement de Sainte-Foy-Cédric-Approche. Je pense que c'est planifié au plénier la semaine prochaine. Donc, également, il y avait eu des questions au niveau du 1603 chemin Saint-Louis. Elles ont été répondues ce soir en partie compte tenu de la consultation. Alors, ça, je passe de ce côté-là. Et finalement, l'axe cyclable Marie-Victorin aussi, vous m'aviez demandé à quand était prévu sur le site de la ville, il était marqué hiver 2023, donc c'est il y a quelques mois. Évidemment, ça n'a pas été fait. C'est hiver 2024. Alors, dès que l'équipe de projet sera prête, il y a une date plus précise qui va vous être communiquée. Mais finalement, on fait, dans le fond, tout ça se rattache avec le projet, ce qui est une bonne nouvelle pour vous, là, cela étant dit, avec le projet Chanoine-Morel-Shepherd que vous attendez aussi. Donc, celui-là est actuellement réfléchi en fonction de l'implantation du corridor Marie-Victorin. Alors, tout ça, c'est une vision d'ensemble. On veut que ce soit cohérent pour l'axe cyclable. Alors, voilà, dès qu'on va communiquer avec l'équipe de l'interaction citoyenne, l'équipe de Christina pour l'hiver 2024 pour que vous ayez des nouvelles puis qu'il y ait une consultation qui s'ensuive, etc. Marquage en avant du marché Richelieu, chemin Saint-Louis, en direction Est, il y avait une absence de marquage sur la chaussée. Bien, il a été complété depuis. Donc, j'ai fait l'intervention, il a été complété. Donc, c'est beau de ce côté-là. Trou important du côté de Charluot, ça aussi, c'est réglé. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez constaté, vous m'en aviez fait mention. Il y avait des appels au 3-1 qui étaient restés sans réponse, donc ça a été fait. Également,
Il me reste, j'allais vite, hein, rapidement. Non, ça fait le tour, voilà. C'est quand même plusieurs suivis, donc vous avez toutes vos réponses à vos questions. De là, l'importance, quand ces questions-là me sont posées en conseil de quartier, je m'assure toujours de faire un suivi et par courriel lorsque j'ai des réponses avant, mais également en conseil de quartier suivant pour que vous puissiez avoir l'information. Est-ce qu'on a eu des nouvelles pour la maison Guignel ou rien? Rien pour l'instant encore. Rien pour l'instant encore. Est-ce qu'il- Ça revient à chaque conseil de quartier, mais rassurez-vous, dès que je vais avoir des nouvelles, Ça fait 15 ans. je vais vous tenir au courant. J'arrête pas. Ça fait 15 ans. Je vais fêter quelque chose bientôt. Voilà. OK. On passe à la période de questions. Oui. Ils peuvent s'adresser à nous ou à la conseillère. Oui. Oui, allez-y. Alors, bonsoir, je suis Nicole Lemieux, une résidente de la rue du Parc Tonquin. Donc, c'est un parc qui existe depuis 1949 et qui est géré par une association, l'Association du Parc Tonquin. Et ce soir, je suis accompagnée de son président, M. Denis Damour, de Monique Martin, qui est présidente pendant plus d'une décennie, d'Isabelle Germain, qui est la secrétaire, et de Marielle Giguère, qui est notre trésorière. Alors, si on est ici ce soir, c'est qu'on souhaiterait faire reconnaître la valeur patrimoniale du parc. Et l'objectif ultime qu'on vise, en fond, c'est de préserver la nature du parc dans sa forme actuelle et faire en sorte qu'il ne soit pas possible d'y construire des habitations. C'est peu possible en ce moment, puisque la Ville considère que c'est un espace vague desservi. Donc, j'ai préparé un petit texte de 2 pages, donc je ne serai pas longue. Je sais que vous êtes fatigués, si vous voulez quelques copies. Pour un peu définir l'origine du parc. Comme ça, c'est mieux? D'accord. Donc, je disais que le parc existe depuis 1949. Je vais regarder une copie. C'est qu'au moment où a été construit le bâtiment de l'Industrielle Alliance, Stanley Brock, qui était à l'époque le gérant, mais qui est devenu par la suite le président, a demandé aux architectes Rinfret et Bouchard non seulement de concevoir le bâtiment de l'Industrielle Alliance, mais également un petit secteur d'habitation derrière, dans le fond, le bâtiment, avec en son centre un parc qui a porté le nom de la Villa Thornhill, qui avait été détruite pour y construire donc l'Industrielle Alliance. Je dirais que le parc Thornhill a donné aussi son nom à la rue et aussi à l'avenue qui est sur le côté. Donc, je dirais que les architectes qui ont construit donc l'Industrielle Alliance, Rinfret et Bouchard, ont aussi conçu donc ce secteur résidentiel. Et la première femme architecte du Québec, qui est Pauline Roy-Rouillard, a également contribué à 5 de ces maisons. Quand on regarde sur le site de la ville, on retrouve les 14 maisons du parc Thornhill, avec le nom de la résidence qui porte, dans le fond, le nom des premiers résidents de l'époque. Et la plupart de ces maisons-là sont réputées avoir une valeur patrimoniale présumée. Et 5 des maisons ont une valeur bonne à supérieure, qui sont celles d'ailleurs pour lesquelles Pauline Roy-Rouillard a été partie prenante de la conception. En fait, quelle que soit la valeur qui est attribuée à l'heure actuelle à ces résidences-là, cette valeur-là est intimement liée à l'existence du parc. Même quand on parle de la valeur présumée, sur le site de la ville, on voit bien que cette valeur-là est liée au fait que les maisons ont été construites avec en leur centre un parc et que c'est ce parc qui donne, dans le fond, grandement la valeur patrimoniale aux résidences. Nous prétendons que le parc devrait aussi être considéré comme ayant une valeur patrimoniale. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on demanderait au conseil de quartier, très, très résumé, de nous appuyer dans notre démarche pour faire reconnaître cette valeur patrimoniale. Et à cette fin-là, on a préparé une petite résolution qui se tient en une phrase et qui dirait que le conseil de quartier simplement appuie la démarche de l'association du parc Thornhill visant à faire reconnaître la valeur patrimoniale du parc Thornhill auprès de la Ville de Québec, bien sûr. On délibérera ça tantôt. J'ai des questions pour vous. Est-ce que si c'est ce qui permettrait de préserver le mieux le parc, vous seriez prêt à le céder?
par exemple, dans une fiducie d'utilité sociale. Là. C'est vraiment c'est un système qui met à l'abri de faire autre chose avec Dans les hypothèses qu'on a envisagées jusqu'à présent, et vous pourrez compléter, on a envisagé l'adoption d'une servitude de non-construction réelle et perpétuelle qui serait enregistrée, donc, et comme elle est réelle et perpétuelle, il ferait en sorte qu'il n'y aura pas de possibilité de construire sur le site du parc. Mais l'hypothèse d'une fiducie n'a pas été envisagée. En ce moment, de toute façon, le parc, en fait, il appartient à l'association du parc. Et en complément, le céder à la ville. Le céder à la ville, ça... Pas nécessairement gratuitement, là, mais... Non, en fait, je vous dirais que le céder à la ville, ça avait déjà été envisagé. Toutefois, on n'a aucune garantie que la ville, qui estime que c'est un espace constructible, ne va pas construire. Puis d'ailleurs, on nous dit à la ville, dès que vous l'aurez cédé, la ville va construire ce qu'elle veut. Non, j'apporterai quand même des nuances. C'est pas la ville va construire ce qu'elle veut. Elle va pouvoir... Présentement, il y a quand même, non, présentement, les gens de l'association, les gens du parc Thornhill, effectivement, m'avaient déjà sollicité, j'étais déjà allée les rencontrer, m'avaient dit, bon, effectivement, en taxes, ça avait beaucoup, beaucoup augmenté parce qu'ils sont propriétaires, en fait, du terrain. Donc, les taxes avaient quand même oui, considérablement augmenté. Donc, on m'a dit, est-ce qu'on peut valider la possibilité de le céder à la ville? Mais si on le cède à la ville, si nous, on souhaite rendre le parc public d'une certaine façon pour le redonner aux citoyens, bien là, c'est là que ça fait quand même. Donc, c'est pour ça que l'usage change. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait des constructions qui arriveraient de ce côté-là. C'est l'usage du parc qui changerait à ce moment-là. Puis, si on veut, par exemple, aménager quelque chose d'intéressant pour les citoyens, pour que d'autres peuvent se l'approprier. Donc, il y a quand même, je tiens juste à apporter des nuances. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait des maisons dirigées sur le parc. Donc, en termes de construction, ce qu'on nous a dit à la ville, c'est que la ville pourrait construire ce qu'elle veut. C'est-à-dire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ça peut être il y a toujours des usages, puis tu sais, quand il y a des usages, des changements de zonage, il y a des modifications réglementaires, au même titre qu'il y en a aujourd'hui, il y a des consultations qui sont faites et tout ça. Là. Donc, c'est pas la ville décide, puis ça se fait comme ça en claquant des doigts. Vous savez, la ville, c'est beaucoup plus complexe que ça, puis il y a des réglementations et qu'on doit suivre des étapes. Donc, voilà. Disons que ce n'était pas la voie privilégiée qu'on avait. Est-ce que, en fait, si j'ai de la misère à comprendre, si vous êtes... Ça marche? Si vous êtes propriétaire du parc, vous êtes protégé, ils ne peuvent pas construire parce qu'il n'y a pas personne. Exact. Il y a des taxes à payer. Mais ils payent des taxes. C'est les taxes. Ben, c'est parce que c'est comme une propriété privée, en fait. Oui, OK. Tout simplement. Excusez-moi, là, il est tard, là, puis comme je vous avais dit, on n'adoptera pas de résolution ce soir. Pris le temps de nous écouter. Merci beaucoup. Puis j'avais informé Mme Maud Mercier-Larouche pour qu'elle s'informe un peu aussi, qu'elle se prépare. Via Christina, je ne veux pas vous conter d'histoire. On va se reparler cet été, puis on regardera ça au mois de septembre. OK, parce que merci beaucoup, madame. Il y avait Mme Lafrenière, il dit qu'il viendrait, qui n'est pas venu. OK. Y a-t-il d'autres citoyens qui ont des questions à poser ou Monsieur Trudel? Oui. Il se fait abandonner. Moi, c'est par rapport au projet sur le chemin Saint-Louis, de ce qui veut être transformé résidentiel. Moi, mon nom, c'est Marc Saint-Germain. Je suis propriétaire. Pardon? Oui, pardon. Non, c'est ça, je vous ai peut-être présenté, oui. OK. Moi, c'est Marc Saint-Germain. Je suis propriétaire de Saint-Germain, juste à côté. Mm-hmm. Quand j'entends la discussion, l'état d'esprit des gens là-dedans, puis qui disent qu'il y a du stationnement, il y en a tout le tour. Moi, ça fait 31 ans que je suis propriétaire de la bâtisse. Tous mes employés stationnent sur mon stationnement parce qu'il n'y a aucun stationnement dans ce secteur-là. Et d'autant plus que depuis que le projet est parti, la rue Savon, en arrière, comportait peut-être 4 ou 5 cases de stationnement vis-à-vis de mon stationnement. Ça a été complètement aboli. Ils ont diminué l'espace de stationnement sur le chemin Saint-Louis en face du bâtiment qu'ils viennent de construire. Il n'y a aucune rue autour où il y a une possibilité qu'un employé puisse se stationner. Mettons qu'il y a des commerces ouverts de 9h à 5h. Il n'y a aucune place pour ça. À aucune rue environnante. Okay. Imaginez-vous, mettons qu'il y a 4 commerces là-dedans, une douzaine d'employés. Ils stationnent où? Au Montmartre.
Il y a, il y a du stationnement intérieur d'abord, mais aussi Le les stationnement commerçants, intérieur, les le stationnement commerçants ont droit à des vignettes. Le stationnement intérieur est fait pour la Mais là, vous posez une question, je réponds, puis vous me coupez. Allez-y. Les commerçants ont droit à des vignettes. Donc, s'il y a des zones vignettes qui permettent de dépasser le 120 minutes, les commerçants au rez-de-chaussée auraient le droit d'en profiter. Moi, je ne pense pas que dans notre secteur, on a le droit des vignettes. On a le droit des vignettes sur Magloire, mais dans notre secteur, on n'a pas le droit de vignettes. Moi, je n'ai aucun employé qui a eu le droit des vignettes, moi, depuis tout le temps. Avez-vous déjà fait la demande? Ben, quand ça avait été déposé, le nouveau projet sur la rue Magloire, c'était strictement Magloire, jusqu'à la hauteur peut-être de l'église que vous parlez ce soir. Il faudrait simplement faire la vérification. Mais n'ai pas la réponse. mettons que ça existe, le commercial. Ouais. Présentement, il y a un bloc appartement parce qu'il n'y a pas de commercial en arrière. Moi, je me bats à l'année avec les gens qui vont rendre visite là parce qu'ils n'ont aucune place de stationnement. Il y a une garderie qui s'est ouverte dernièrement sur Sarah. Oui. Tout le monde qui rentre dans cette garderie-là va aller porter les enfants, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir. La seule place de stationnement qu'ils ont à utiliser, c'est le Saint-Jean. Tout le long de la construction, les camions, n'importe quoi, ça s'est toujours passé sur mon stationnement. S'il y a des commerces qui ouvrent là, c'est où qu'on va? C'est sûr qu'on va au Saint-Germain, c'est comme un stationnement public ouvert à tout le monde. Donc, c'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. Moi, j'ai mes espaces, moi, à remplir chez nous. Je vais veiller à faire le suivi. Je vais demander à ce qu'on vous rappelle. Je vais vous mettre en contact avec quelqu'un à la Ville de Québec pour que, de un, qu'on regarde plus en détail le dossier avec vous, mais de deux aussi, qu'il y ait une vigie peut-être supplémentaire pour qu'il y ait des avis qui soient donnés, mentionnés, pas nécessairement des contraventions, mais lorsqu'il y aura de la vigie et qu'il y aura un agent de stationnement qui sera sur place pour aller s'assurer que les gens qui viennent stationner sur votre terrain soient vraiment des clients du Saint-Germain. Peut-être qu'on pourra vous conseiller une signalisation particulière. On est là pour ça à la Ville, pour accompagner notre monde. Là. Donc, je vais mettre quelqu'un de la Ville en contact avec vous. Mais un client là, qui veut rentrer dans un commerce de l'autre côté, là, et mettons qu'il a besoin de passer 2 heures là ou quoi que ce soit, là, il n'y a aucune place. Mais comme je vous dis, vérifiez ça parce qu'il n'y en a pas de place. Moi, je connais le secteur comme il faut. Ça fait 43 ans que je travaille dans cet établissement-là. Je ne demeure pas à 1 kilomètre de là. Ça va être excessivement problématique. Puis même si vous me dites qu'il y a quelqu'un qui va passer pour le stationnement, même s'il resterait juste 15 minutes chez nous, même si quelqu'un passerait 2 fois par jour, définitivement que c'est moi qu'il va falloir qu'il mette quelqu'un sur mon stationnement pour sortir tout le monde. Puis peut-être juste me permettre, parce qu'en Ah. principe, sur le stationnement privé, je ne pense pas que la Ville va venir dire qu'ils n'ont pas d'appel. Non, mais c'est la Ville doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'enquêtement. Moi, je comprends, monsieur, vous avez une profonde frustration par rapport au stationnement. Madame Larouche, je vous propose quelque chose. On va faire un bout là-dessus, puis on fera un suivi là-dessus à la prochaine rencontre. J'aimerais juste oui, intervenir. Moi, je suis commerçante sur l'avenue Mégoire. Votre point me touche. Là-dessus, je pense que vous n'avez pas tort. J'abonde dans le même sens. C'est pas facile. Effectivement, les employés, c'est un problème. Le stationnement, je pense aussi que ça envahit. Puis, vous avez raison de dire que si, je m'excuse, là, ce petit bout-là, c'est moi, ça vient me chercher. C'est vrai que en fait, le problème, c'est que le problème de ça, c'est vrai que si on enlève des commerces, bien, ça va faire moins de véhicules, d'après moi, sur les rues voisines. Là, je pense que c'est. En tout cas, moi, ça l'environnement est dans les. Ça vient me chercher. Ouais. C'est vraiment parce que même l'autre côté de la rue, la 1588, chez nous, ça appartient à la famille chez nous. On a 11 places de stationnement là-dessus. Il y a une affaire de toilettage là-dessus. À côté, juste à côté, il y en a un aire de restauration, le Yuzu. Il y a 0 stationnement. En arrière. C'est 100% de la clientèle qui vient stationner chez nous de ce côté-là aussi. Là. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Avant de permettre une chose comme ça, moi, je pense que ça demande dans nos recommandations, on recommandait de revoir la configuration du stationnement dans les rues, entre autres, aux alentours. Fait qu'on est quand même conscient que ça va sûrement rajouter une certaine pression dans les rues avoisinantes, puis que si les gens ne peuvent pas du tout se stationner dans les rues, c'est sûr qu'ils vont mal utiliser les espaces qui sont là en ce moment. Bon, ben, je vous remercie. Salut, merci. Hein? Je reviens à l'édition en Europe et les 4 heures du matin qu'on a le conseil de quartier que j'ai eu très tôt, j'ai pas de souci de vouloir vous entendre tout le monde. Je suis restée jusqu'à cette heure-là, mais
disons que je me sens fatiguée. Je vous remercie. Merci, Maud. Merci beaucoup, Maud. Merci. Oui. Oui. Je pensais jamais que mon projet pourrait susciter autant d'argumentation et de commentaires. Quand je me suis porté acquéreur du terrain, j'habite le secteur, je consomme local, je marche à pied. Je fais depuis 2014 pour les super bien célébrés. Je voulais faire un projet dont je serais fier. Puis que, honnêtement, je suis content parce que j'ai des dizaines de personnes qui me disent tous les jours ou toutes les semaines: Hey, vous avez fait un beau projet, c'est un beau projet. Les règles du jeu, c'est pas moi qui les écris. J'ai dû composer avec. C'est une série de compromis, ce projet-là. Autant avec la CUCQ, les moyens financiers. Je ne parlerai même pas de finances. Là. Je ne vivrai pas assez vieux pour que ce soit rentable, ce bloc-là. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. L'inflation de la construction, le site, la manière qu'il était constitué. Puis, tu sais, dans tout, vous disiez, M. Roy, il savait au départ. Oui, c'est vrai, mais quand je me suis porté acquéreur du terrain, là, on sortait d'une pandémie. Le commerce de détail n'était pas encore ce qu'il était aujourd'hui. Puis, mais occupe pas de vivre le projet parce que je passe du temps sur mes sites que je construis. Là. Je l'ai vu, la problématique du stationnement, parce que j'ai passé des semaines à y parler, de m'excuser, courir après mes travailleurs pour qu'il y ait ce stationnaire. J'ai essayé de louer le parc en face à la communauté anglophone. Ils n'ont pas voulu. Je me suis rendu compte qu'il y avait une garderie en face, sur la rue Sarah. C'est des enfants qui vont se parquer là. Si je fais un débarcadère avec des camions, là, c'est dangereux. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens physiques qui habitaient dans l'appartement derrière. Si je le mets une hotte de ventilation, alors, c'est pas mieux non plus. Là. Fait que le projet a évolué dans ma tête. C'est pour ça que ma démarche avec la ville a pris extension. Puis, les espaces verts, c'était un terrain d'asphalte avant. Excusez-moi, j'en ai parlé, demain ça me fâche, mais c'était de l'asphalte à grandeur. Puis, il y a 3 ans, pour découper, j'en ai planté 9. La volonté du promoteur est là. J'aimerais juste ça que vous n'en faisiez pas un cas personnel ou pour faire ce que vous n'aimez pas le dégager, mais ça, c'est pas à moi que vous c'est à la ville. Merci. 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 Je voulais Notre juste, opinion s'adresse à la ville principalement, effectivement. mais c'est ça, c'est que, en fait, les doutes qu'on a exprimés, c'était vraiment pas, on sait que c'était considéré conforme. C'est la ville qui considère, ça vise pas directement. Oui, indirectement, mais au niveau du zonage commercial, c'est vraiment pas personnel parce que ça fait quelques années que j'ai commencé à m'impliquer plus avec les conseils de quartier puis avec la ville, puis c'est récurrent depuis ce temps-là que des promoteurs qui veulent enlever du commercial puis qui réduisent la portée puis la force des zones commerciales à cause de ça. Donc, malheureusement, là, je veux dire, c'est peut-être un peu décevant quand un projet prend plus de temps à avoir un retour sur investissement, mais il reste que pour les gens du quartier, c'est pas ça qui va être le plus intéressant pour nous d'avoir du résidentiel. Effectivement, on a vu ça par la fiche de la ville que ça n'a pas été un enjeu, mais pourtant, quand on a fait nos recherches, on n'arrivait pas aux mêmes conclusions, même avec des choses simples comme est-ce que la trame commerciale est continue ou pas? Et puis, on a démontré qu'elle était continue. Chez Paul, il n'y a pas de stationnement, puis on est tous capables d'aller chercher du pain. Une belle file sur le trottoir de Mont-à-Pied. Vous savez, je suis citoyen moi aussi, et je me demande, j'ai entendu parler qu'il manquait de logement. J'ai entendu parler qu'il manque de logement. C'est quand même intéressant de pouvoir proposer des logements. La crise du logement. Ouais. Ben, l'autre point, en fait, c'est que je ne connais pas tout le projet, je ne suis pas vraiment au courant, mais donc avec la pandémie, on a vu des choses changer, puis les besoins en commerce, clairement, sont plus faibles qu'ils étaient. Comme citoyen, là, j'ai un peu de compassion, j'ai un peu de compréhension avec le fait que peut-être qu'un projet qui était prévu a changé beaucoup avec le contexte mondial qui a changé énormément dans les dernières années. Puis comme citoyen, ce que j'ai vu ce soir me donne l'impression qu'il y a un petit peu une vendetta contre le projet à cause du gabarit. Excusez, monsieur. Je vous donnez votre impression, mais ne prêtez pas d'intention. Juste que ça me donne l'impression. Alors, soyez poli. Comme vous le disiez, je pense que
vous avez quelque chose pour le gabarit, contre la pièce de tournage qui permet un gabarit comme ça. Mais donc, d'empêcher les citoyens, je pense que ça fait des logements qui sont de bonne dimension, qui pourraient être intéressants au rez-de-chaussée de ce bâtiment-là. Je comprends pas vraiment. Je pourrais, en fait, je suis sentais parce que vous me dites, parce que moi, je suis très hésitante. Rendu où est-ce qu'il est rendu le projet, je serais portée à dire, écoute, effectivement, on est peut-être mieux de faire du résidentiel. Puis c'est pas, je pense pas que c'est une vendetta, mais c'est parce que probablement que là, il y a un problème, là, et effectivement, je comprends pas les normes de construction parce qu'effectivement, moi, je pensais qu'ils vont le démolir. Je dis peut-être qu'ils vont démolir l'immeuble en arrière pour faire un espace vert, tu sais. C'est l'immeuble qui est enclavé. Mais force est d'admettre aussi que quand tu veux faire du stationnement souterrain, c'est excessivement cher. Fait que c'est d'où la complexité du... c'est ça. Peut-être que la ville a manqué dans les guides pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ou c'est un petit peu particulier comme terrain, c'est alambiqué, là. Fait que, mais c'est pas une vendetta, c'est juste que c'est étonnant de voir ce genre je ne doute pas que ça va être intéressant puis que ça va être. Puis rendu là, ben, je suis un petit peu en train moi, ça me vient me chercher. Ce que vous dites là, je serais Je veux juste apporter un point. Moi, je suis nouveau, hein, je viens d'arriver sur le conseil. J'ai aucune vendetta contre personne, vraiment du tout. Je suis arrivé un peu par hasard. Je suis arrivé à une réunion de conseil, il y avait une place disponible, puis je me suis proposé. C'est comme ça que je suis arrivé là. J'ai aucun problème avec monsieur, ni avec la ville, ni avec personne. Mais en regardant les choses, comment elles vont, je suis d'accord avec ce que vous dites sur la crise du logement. Mais c'est deux choses qui viennent un peu en contradiction et c'est pas si facile de prendre une décision aussi claire de dire bon, il y a une crise du logement, on fait ça, mais qu'est-ce qui se passe après pour le reste? Fait qu'on se pose des questions sur tout ça. C'est pas, il y a zéro vendetta là-dedans. C'est effectivement vrai. Puis on est bien content qu'il y ait des nouveaux loyers dans dans ce quartier-là. Mais ce quartier-là, c'est comme le Vieux-Québec. On nous a demandé notre opinion sur un changement de règlement. Puis ça ne semblait pas correspondre aux objectifs en tout cas, c'est notre interprétation. Ça ne répond pas, ça ne semble pas répondre aux objectifs du plan particulier d'urbanisme. C'est ça intéressant, votre comparaison du Vieux-Québec, parce que si vous me trouvez un projet dans le Vieux-Québec où on a refusé de faire du résidentiel, d'ajouter des revenus résidentiels, je serais vraiment intéressé de ça. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'essaie beaucoup de me tenir au courant. Je n'ai jamais vu des projets où on refuse d'un promoteur de faire des logements au lieu du commerce. Je trouve ça abasourdissant. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. OK. Bien, en fait, c'est que dans les zones commerciales, en tout cas, je ne sais pas si les urbanistes veulent ça, mais souvent dans des zones commerciales, on oblige le résident le commercial au rez-de-chaussée. Moi, je l'ai déjà vécu personnellement à Saint-Jean-Baptiste. On a fait changer le projet du 175 rue Saint-Jean, l'ancien Colisée du Livre. Ils ne voulaient pas avoir de commercial ou presque pas. Et puis, on a fait rajouter plus de commercial. Puis avant ça, l'ancien Club Forum, qui était au rez-de-chaussée, il y a eu une demande de changement. Celle-là a été acceptée, mais le conseil de quartier s'est aussi opposé au changement de zonage commercial vers résidentiel. Donc, en moins d'une année, il y a eu 2 oppositions à ça, justement parce que ça brisait la trame commerciale de l'artère commerciale. Oui, mais quand même, c'est pas une raison pour moins bien faire les choses dans Bergeville. Peut-être juste mentionner qu'il est commerçant lui-même. Je suis commerçant sur la rue Saint-Jean et président de la SDC Faubourg-Saint-Jean. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent intervenir? Bon, on va passer au reste de notre ordre du jour. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup à tout le monde. Les finances. L'affaire que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'endroits où tu cherches des petits commerces là.
en face de chez nous, tu sais, la petite Vietnam.